L'une des meilleures lignes de toute la LNH. Rien de moins. C'est ce que le trio composé de Nick Suzuki, Cole Caulfield et Juraj Slafkovský était depuis déjà belle lurette maintenant. Et donc, on les sépare. Attends, quoi? With what? What's up tout le monde? C'est ton boy Max. Depuis le temps que certains, dont moi, réquisitionnaient une Kids Line, c'est maintenant fait. Bon, ça va avoir pris des blessures à Alex Newhook et Kirby Dach, mais on y est. C'est absolument pas celle que j'attendais, ceci dit. J'espérais voir Zach Bolduc inséré aux côtés d'Oliver Kapanen et Ivan Demidov, et finalement, on a muté Slaf à gauche de ces joueurs-là et placé Bolduc avec Caulfield et Suzuki. Oui, Slaf en est déjà à sa 4e saison. Ça reste un kid, un grand et gros kid, mais quand même un kid. En fait, il est même plus jeune qu'Oliver Kapanen. Il a plus d'expérience LNH, mais voilà, un kid. Je sais pas pour vous, mais je suis un peu mitigé de cette décision de Martin Saint-Louis. D'un côté, je vois vraiment pas ça comme une rétrogradation pour Slafkovský. Dans le hockey d'aujourd'hui, on voit pas nécessairement les 3 meilleurs éléments offensifs d'une équipe sur le premier trio. Surtout pas pendant 82 matchs. Et pour Slav de devenir le 2e élément offensif important d'un trio avec Ivan Demidov plutôt que le 3e aux côtés de Suzuki et Caulfield, peut-être que ça peut lui donner plus de responsabilités, continuer à développer son jeu, et même que on parle tellement souvent de duo maintenant dans LNH, ben, le vrai duo, c'est Caulfield-Suzuki. Parce que le 2e duo maintenant qu'on peut créer, ça peut être Ivan Demidov et Juraj Slafkovský, ben peut-être. Donc, strictement, si on regarde Slafkovský en tant que tel, et Demidov même, c'est pas nécessairement négatif, pas du tout. Et pour Zach Bolduc, ben, c'est une opportunité en or, simple de même. Jouer aux côtés de Suzuki et Caulfield, j'ai-tu vraiment besoin de développer? Ben, c'est ça. D'un autre côté, par contre, est-ce qu'on vient de déshabiller Pierre pour habiller Paul? Le Canadien comptait sur l'un des meilleurs trios de la Ligue, carrément. Le meilleur trio de la Ligue, même depuis le début de la saison, en pourcentage de buts obtenus par rapport à l'adversaire. Mais pour essayer de répartir les forces, on prend le risque, donc, de séparer ces gars-là. Bonne idée? Mauvaise idée? Qu'est-ce qu'on risque d'y apprendre? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Mais tout juste avant de poursuivre, concours! Le plus gros de l'histoire de la chaîne. Au début de l'année, la chaîne, elle comptait 12 000 abonnés. D'ici la fin 2025, l'objectif est d'atteindre 25 000 abonnés. Et pour y arriver, je vais t'envoyer au Centre Bell avec un win de tes amis, ta blonde, ton chum, peu importe qui, ton père, t'amèneras qui tu veux. Si on atteint les 25 000 abonnés d'ici la fin 2025, on fera tirer une paire de billets pour un match du Canadien de Montréal. Alors, partage la vidéo à ton entourage, assure-toi que tout le monde suit la page, et si jamais tu te rends compte que toi-même, t'es pas abonné, tu sais quoi faire. Abonne-toi. On a jusqu'au 31 décembre, 23h59 et 59 secondes pour atteindre le plateau. Fais aller la magie de Noël. Ton boy compte sur toi. OK. Slav, trio. À l'ouest. Donc, séparer Juraj Slafkovský de Cole Caulfield et Nick Suzuki, regardons ça des deux côtés de la médaille. Pourquoi est-ce que ça peut être une idée payante, d'abord, pour Martin Saint-Louis? Avec les pertes de Kirby Dach et d'Alex Newhook, la profondeur du CH en est particulièrement affectée. Je vais être honnête, ça a été une bonne rencontre dans l'ensemble contre les Blue Jackets de Columbus de la part des 4 trios, meilleur que j'aurais pu croire. Parce que quand on regarde ça attentivement, là, ce qui est présentement le bas de l'alignement, Roy, Evans, Anderson, Davidson, Veleno, Gallagher, disons que c'est pas très prestigieux. Ce qui était la force de l'alignement complet du Canadien, c'est que tu pouvais compter sur pas mal tous tes trios dans un rôle spécifique, pas en tout temps bien sûr, mais dans l'ensemble. En l'absence de réels éléments dignes de composer un top 6 plein, et même, on peut dire, de joueurs de milieu d'alignement, c'était ça. En même temps, la force du Canadien était un peu la résultante de sa faiblesse. T'avais pas 3 gars que tu peux dire ça, c'est notre 2e trio, puis 3 gars, tu disais ça, c'est un 3e trio qui a une identité claire. Mais tu avais réussi à composer 2A, 2B et un 4e trio qui avait bien de l'allure. Et ce qui permettait à Martin Saint-Louis de venir par vague, pour reprendre son expression préférée. Ça va être beaucoup plus difficile dans les prochaines semaines.
même si on l'a bien fait contre les Jackets, de venir par vague. On l'a bien fait contre les Jackets, mais c'est pas la plus grosse puissance de la Ligue, soyons honnêtes. Ceci dit, ça va pas aller aussi rondement à tous les soirs. Et maintenant, t'as plus assez de Nutella pour bien étendre là, sur ta toast. Si tu t'entêtes, ben, tu vas te retrouver avec une petite couche de Nutella, mais ça va pas couvrir la toast au grand complet. Donc, il faut que tu concentres le tout dans 2 belles bouchées. Tu manges, je sais pas, moi, le reste de ta toast avec un peu de beurre salé, mettons, pour avoir un peu de goût. J'avais hâte de voir si l'amincissement, appelons ça ici, de la formation de Martin Saint-Louis, allait lui forcer la main, à déroger un brin à sa philosophie et être un peu plus top-heavy, si vous me passez l'expression. Ou faire plus confiance à ces 2 premiers trios, si vous ne me passez pas l'expression. Je ne vais pas assumer que vous me passez l'expression. Malheureusement, va falloir attendre un peu plus avant d'avoir une réponse à cette question, parce que, à première vue, la réponse est oui, il a été un peu plus top-heavy. J'insiste par contre sur à première vue, parce que regardez, Nick Suzuki a joué 17 minutes et 1 seconde à 5 contre 5. J'insiste sur à 5 contre 5, donc pas à force égale, parce que force égale inclurait entre autres 3 contre 3 en prolongation, là, où ben, on sait que tu ne vas pas utiliser toute ta formation. Donc, à 5 contre 5, 17-0-1 de temps de jeu pour Nick Suzuki face aux Blue Jackets de Columbus. Les 5 matchs précédents, sa moyenne à 5 contre 5 était de 13,52. Donc, un solide 3 minutes 10 secondes de plus pour Nick Suzuki face aux Blue Jackets de Columbus. Et ça, c'est juste Suzuki. Là. On focus sur lui parce que c'est comme le plus facile à identifier. On conjugue ça au fait que Joseph Veleno, Jared Davidson ont tous les deux joué moins de 10 minutes. Conclusion facile, oui, il a plus utilisé son premier trio. Des fois, la conclusion facile, c'est pas nécessairement la bonne conclusion. Quand je dis qu'il va falloir un plus gros échantillon, ben, si on regarde un peu plus loin, le Canadien n'a pas eu d'avantage numérique contre les Jackets et eux en ont eu 2. Ben, en fait, ils en ont comme eu 1,5 parce que les 2 punitions sont venues en même temps. Il y a eu un 5 contre 3. Bref, le match presque dans son entièreté a été disputé à 5 contre 5. Donc, il y a simplement beaucoup plus de minutes à 5 contre 5 à distribuer dans cette rencontre-là. Donc, si tu avais ajouté, je ne sais pas moi, un 4 minutes d'avantage numérique, Nick Suzuki en aurait joué au moins 2,5 si c'est pas 3, si c'est pas plus là-dedans. Ça aurait enlevé un peu plus de temps de jeu à 5 contre 5. Peut-être qu'il aurait été plus proche de sa moyenne. Ça change un petit peu moins la donne pour des gars comme Veleno et Davidson, parce que la très grande majorité, voire presque la totalité de leurs minutes sont à 5 contre 5. Attention, là, je ne dis pas que ça leur aurait pas, eux aussi, enlevé de quelques secondes. C'est simplement pour illustrer que le match contre les Blue Jackets, à lui seul, ne nous a pas indiqué si, effectivement, Martin Saint-Louis va y aller un peu plus top-heavy dans les prochaines rencontres pendant qu'il y a beaucoup de joueurs sur la liste des blessés. C'est trop tôt pour parler de ça. C'est trop tôt, donc, pour voir, pour vérifier si un des premiers objectifs de Martin Saint-Louis de séparer son premier trio est d'essayer de donner une meilleure chance à l'entièreté de son top 6, d'être plus cohérent, d'avoir plus de minutes dans ton top 6 global réparti sur 2 trios au lieu de soudainement donner, je sais pas moi, 25 minutes de temps de glace non-stop à Caulfield, Suzuki, Slavkovski. Ceci étant dit, c'est pas quand même une mauvaise idée si c'est ça l'objectif, parce que même si je militais pour un trio Bolduc, Kapanen, Demidov, à eux 3, ils totalisent 174 matchs LNH. Regardez ça. C'est 45 de moins que Juraj Slavkovski à lui seul. Donc, aussi surprenant que ça puisse paraître, d'envoyer Slav sur la 2, malgré son jeune âge, ça ajoute un brin d'expérience à ce trio-là. On demande un peu, autrement dit, à Slav, qui est le kid sur son trio, de devenir la gardienne sur l'autre. Bon, soyons honnêtes, la gardienne de 16 ans n'est pas même plus élevée que les personnes qu'elle va garder, mais quand même. Donc, en faisant ça, plutôt que d'envoyer Kapanen, d'envoyer Zach Bolduc avec Kapanen et Demidov, ben, on répartit même l'expérience un peu sur les 2 trios. Oliver Kapanen, d'ailleurs, montre déjà des signes qu'il va être un centre responsable sur 200 pieds, mais c'est pas Nick Suzuki. Et quand t'as pas Big Nick pour nettoyer les dégâts, faut que tu sois plus attentif sur la glace. Faut peut-être que tu prennes plus de responsabilités, justement. Tu vas peut-être pouvoir moins tricher, etc. Donc, c'est une bonne mission pour Slav, qui va continuer d'ailleurs de jouer avec du talent offensif de très grande qualité en Demidov, et peut-être, encore une fois, que une des résultantes
de cette décision-là sera d'avoir créé un deuxième duo chez le Canadien de Montréal en Slafkovský et Demidov. Premier élément positif, donc les responsabilités, le devoir qu'on ajoute à Slav malgré ce qui est en apparence une rétrogradation pour lui. D'ailleurs, restons sur Slav 30 secondes, là, aparté. Parce que quand je disais en introduction de cette vidéo que la conclusion sera peut-être pas ce qu'on pense de cette décision-là de retirer Slafkovský du premier trio, la première période, à elle seule, j'espère, aura démontré à tous ces dénigreurs de Slafkovský son importance sur un trio. Instantanément, le trio de Kapanen a fait des bonnes choses en première période contre les Jackets. Il a été, à mon humble avis, ça demeure subjectif, dans les 20 premières minutes de jeu, le meilleur trio du Canadien. Slav a bien transporté la rondelle, il en a récupéré, il a fait ce qu'il sait faire de bien depuis maintenant 1 an. Même quand il a encaissé un bon coup de Provorov à la ligne bleue du Canadien, il s'est remis sur patin rapidement, en moins de temps qu'il faut pour dire Quidditch. Il a profité du fait que Provorov s'était shaké lui-même, ça fait mal au bras avec sa mise en échec, puis il l'a battu de vitesse, il est allé prendre tout le monde à contre-pied, il est allé créer ce qui a été à ce moment-là la meilleure occasion de marquer du Canadien en première période. En recevant une bonne passe de... Il me semble que c'est Demidov qui lui a flippé la rondelle sur cette séquence-là. Donc, tout de suite, le trio en a été amélioré. L'adaptation a été instantanée. Tu vois sur un trio sur lequel tu as des gars comme Kapanen et surtout Demidov, à quel point il ouvre la glace pour ces gars-là. Juste par sa présence, donc, il a été en mesure déjà de faire un peu pour Demidov, ce qu'il fait de si bien pour Caulfield et Suzuki en temps normal. Et le match se termine 4-3. Slav n'a pas de points, mais c'est une excellente rencontre de sa part. Il est en partie à l'origine de 2 des buts. Celui de Kapanen avec sa bonne possession de rondelle en zone offensive et celui de Hudson pour créer l'égalité. Personnellement, sur le coup, je pensais que c'était lui qui avait fait dévier entre les pattes de Greaves. Finalement, ce n'était pas le cas, mais sa présence devant le filet a dérangé. Donc, c'était un très bon match de sa part. Il a rendu son trio meilleur. Et malheureusement, à court terme, le premier trio a été moins bon. Je tiens à me préciser que c'est pas une flèche que je viens de dire là à l'endroit de Zach Bolduc. Parce que de un, il vient d'arriver sur le trio. Évidemment, il va pas tout de suite faire « Yep, let's go, I got you, Caulfield, Suzuki, je suis votre nouveau Slav. » Mais ces deux-là, t'as vu à quel point, soudainement, pas de Slafkovský qui fait sa besogne, à quel point, au début, il y a eu une adaptation au-delà du fait que c'est Bolduc qui est là. Donc, parlons maintenant de Zach Bolduc. Fermeture de la parenthèse, Juraj Slafkovský. C'est le deuxième point positif qui peut ressortir des prochains matchs si ça fonctionne pour lui avec Caulfield Suzuki. Je suis un peu plus sceptique de comment ça va fonctionner parce que même si Nick Suzuki, lui, il dit que Bolduc amène un peu des choses similaires à ce qu'apporte Slav, j'ai hâte de voir. Pas nécessairement. En partant, c'est pas le même gabarit. Bolduc patine bien sur 200 pieds, fait un excellent échec avant, ce qui va faire exactement le même travail, entre autres, le long des rampes. Je sais pas, j'ai hâte de voir. Je le disais donc, quand même, par contre, excellent coup de patin, excellent tir. Il amène des atouts intéressants et différents de Juraj Slafkovský. Je pense que Zachary Bolduc, à terme, dans la Ligue nationale, peut être un meilleur buteur que Juraj Slafkovský. Donc, peut-être plus d'options à 5 contre 5 pour Nick Suzuki, d'avoir lui et Caulfield de l'autre côté pour compléter des jeux. Même pour Caulfield, dont la fabrication de jeu, je trouve, est sous-estimée. Ça peut peut-être le rendre plus dangereux. Pouvoir geler des gardiens, des défenseurs avec la crainte qu'il tire et bang! Si Bolduc est bien placé de l'autre côté, on lui refile la rondelle et peut-être que c'est lui qui enfile l'aiguille. Est-ce qu'il va être en mesure de se faire valoir auprès de 2 joueurs dont la chimie est non seulement installée, mais en symbiose? Ben, ça reste à voir. Un test réussi pour Bolduc, je ne sais pas moi combien de temps on donne. 5, 6 matchs, plus que ça. Ce serait non seulement excellent pour lui, mais ça pourrait changer des choses au sein de l'équipe, peut-être permettre de revoir les objectifs à court terme en cette période d'urgence qui déborde chez le Canadien. Bienvenue au Québec, même le Canadien, les urgences débordent. Et ça va peut-être avoir permis donc la création d'un deuxième duo intéressant également sur l'autre trio. Et donc, cet objectif peut-être de mieux répartir la force de frappe offensive pourrait être réussi si Zachary Bolduc passe le test. Donc, le positif, si on résume, en ce qui me concerne de cette décision-là de séparer le premier trio, c'est que pour les deux joueurs principalement affectés, Slav et Bolduc, ça pourrait donner quelque chose de bien. Là où je suis sceptique, je parlais de trop étirer le Nutella un peu plus tôt. C'est probablement nécessaire
pour cette saison-ci de devoir, ou du moins à court terme, de séparer le premier trio en raison de ce que je viens de mentionner, de l'absence de profondeur et du manque de prestige du bas de l'alignement. Mais à l'opposé, Caulfield, Slav, Suzuki, tu sais ce que t'as. C'est un trio qui a prouvé qu'il peut pas te gagner des matchs à lui seul, mais faire une énorme différence. Et honnêtement, oui, voler des matchs. Comme peut le faire un gardien sur son X. On l'a vu pendant quoi? Les 25 derniers matchs la saison dernière? C'est ce qui est arrivé. En se privant de ça, c'est un pari de Martin Saint-Louis. C'est pas le pari le plus risqué du monde. Parce qu'en théorie, tu sais, je viens de dire, le trio traîne. En théorie, Suzuki traîne. C'est lui Rudolph. C'est lui le balto, c'est lui le husky au devant du traîneau, qui est le alpha. Il faut prendre un meilleur mot, mais bon. Donc, tu as ces deux gars-là. Tu as lui et Caulfield. Des joueurs d'un calibre assez élevé pour s'ajuster très rapidement à l'absence de Slav, qui, soyons honnêtes, j'aime bien Slav, je trouve qu'il fait un bon travail, je trouve que sa progression se poursuit, mais c'est pas non plus Mikko Rantanen. Peut-être qu'un jour il va le devenir, mais en ce moment, il n'est pas Mikko Rantanen. Donc, si ça ne lève pas, si ce que tu viens de créer comme nouvel alignement ne lève pas, tu viens d'enlever l'efficacité d'un trio dont tu connais la dite efficacité pour peut-être perdre des points importants au classement. Donc, il faut que ce que tu viens d'enlever d'efficacité au premier trio, ce que ça apporte au deuxième, compense suffisamment pour justifier la dite perte d'efficacité du premier trio. Et donc, le deuxième trio t'en donne pas mal plus. Parce que, tu sais, dans un monde idéal, Bolduc ferait le travail puis le premier trio resterait là. Ce serait très surprenant. Mais mettons qu'il fait ça. Il faut que le deuxième trio passe là, tu sais. Il faut que ça fasse brrr. Parce que si ça fait brrr, brrr, ou brrr, brrr, c'est pas suffisant. Puis si tu fais ça carrément, ce qui risque pas de t'arriver, c'est encore pire. Donc, tu essaies de niveler les choses et d'espérer que ça fonctionne. Sauf que, est-ce que, tu sais, Nick Suzuki qui a un bobo au pied présentement, est-ce que ça peut réellement arriver? Est-ce que c'est le bon moment pour essayer de changer les choses? Je sais pas. J'ai hâte de voir. Parce que si ça ne fonctionne pas, il y a quelqu'un qui dit en commentaire cette semaine que cette saison a l'air partie pour être l'inverse de l'an dernier. Bien parti, mal finir. Bon, personnellement, je suis très loin de là. Mais des fois, une petite boule de neige là, qui commence à dévaler la pente, ça peut grossir rapidement puis virer en avalanche. Le Canadien a quand même maintenant une seule victoire à ses 7 derniers matchs. Donc, le négatif, ou plutôt le scepticisme, tiens, disons ça ainsi, que j'ai envers le nouveau top 6 du Canadien en l'absence de Newhook et Dak, c'est que je crains qu'en déformant ton premier trio, tu colmates peut-être un trou ailleurs dans la coque en fissurant l'autre bout de la coque. Au lieu d'aller chercher ton fibre de verre, là, puis rapidement essayer de colmater ça, ça sèche vite. Non, t'es allé péter l'autre bout de la coque pour colmater ça. Puis finalement, peut-être que tout ce que tu vas avoir réussi à ce moment-là, c'est que le bateau, au lieu de couler de même, puis peut-être de péter ici comme le Titanic, il va couler comme ça. Donc, le temps va nous dire assez rapidement si Martin Saint-Louis vient de prendre un risque intéressant, un risque calculé. À voir. Personnellement, je suis pour la décision. J'y crois. Maintenant qu'on a présenté les éléments, là, le deuxième trio, il y a des soirs contre des gros joueurs où ça va être difficile, mais je vois le potentiel. J'adore l'idée de créer un duo Slavkovski-Demidov. Et ben le premier, à Zach Bolduc de jouer, man. Le Canadien a misé sur ce gars-là. On a fait une transaction pour aller le chercher. Je trouve qu'on l'utilise peut-être pas assez, ou du moins pas à bon escient depuis le début de la saison. Mais mon Zach, c'est le temps, mon gars! Pour ton pays! Let's go! Que penses-tu de la décision de Martin Saint-Louis de séparer son premier trio pour créer un top 6 balancé? Partages-tu mes inquiétudes? Crois-tu que c'est la bonne solution? Est-ce que tu dis au contraire que de défaire un trio qui en a autant prouvé, c'est complètement fou comme idée? Ben laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux savoir pourquoi je pense qu'avec l'infirmerie qui se remplit, Kent Hughes doit bouger plus tôt que tard? C'est ici. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!